Et c'est un grand oral exceptionnel ce soir, puisqu'une fois n'est pas coutume, nous avons deux invités en duplex avec nous depuis Paris, Michel Onfray et Mickaël Azoulay. Dieu, le philosophe et le rabbin. Vous l'aurez compris, celui qui est à la gauche de l'écran, c'est le rabbin, celui qui est à la droite de l'écran, c'est le philosophe. C'est aussi le titre de ce livre Dialogue, sorti aux éditions Bouquin. On va en parler dans un instant de l'actualité du moment, et on voulait, Avi Pazner et moi, avoir votre regard là-dessus. Mais juste avant, puisqu'on évoque la question de Dieu, il y avait une chanson de Michel Berger, Michel Onfray, qui disait la phrase suivante: si Dieu n'existe pas, c'est vraiment un salaud. Sous-entendu, ça fait 3000 ans qu'on se fait la guerre au nom de Dieu. Et si au fond il n'y avait personne là-haut, vous vous rendez compte pourquoi on aurait fait tout ça? Vous auriez pu l'écrire, cette phrase-là? Je ne sais pas, parce qu'elle est assez géniale, c'est un peu le génie juif, c'est-à-dire si Dieu n'existe pas, c'est un salaud, comment peut-on être un salaud si on n'existe pas? Donc il y a un bel effet sophistiqué et rhétorique, mais c'est très intéressant, hein. C'est toute la question du nom de Dieu ou de la définition de Dieu. On sait très bien qu'il y a tout un courant de théologie négative qui est très intéressant, cette façon de dire on ne peut rien dire de Dieu, parce que dès qu'on commence à dire quelque chose, le contraire de lui ne peut pas être dit, et si le contraire ne peut pas être dit, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, un Dieu auquel il manquerait quelque chose ne serait pas Dieu. Et on ne peut rien dire de lui, on ne peut même pas dire qu'on ne peut rien dire. Et donc cette espèce de jeu philosophique me semble peut-être un jeu rabbinique. Et en ce sens, c'est tout le génie du peuple juif que de le rendre possible. Mais je ne dirais pas que c'est un salaud pour autant, mais je pense que le scientiste que je suis veut bien réexaminer la question de Dieu à la lumière de l'astrophysique. Je pense que le déisme qui s'est fait avec un petit monde clos, et puis après on est passé à un univers infini, et là on est passé à la question du plurivers ou du multivers, et ça me paraît intéressant avec la métaphysique quantique d'envisager une physique quantique. Peut-être d'ailleurs, on pourrait développer ça avec Mickaël, d'autres noms de Dieu, ce qui fait qu'on pourrait très bien imaginer que des forces dont on ne sait rien pour l'instant puissent se trouver nommées Dieu. Mais je ne dirais pas de Dieu que c'est un salaud s'il se cache. Après tout, s'il est Dieu, il a bien le droit de se cacher. Mickaël Azoulay, qu'auriez-vous, vous, répondu à cette phrase? Si Dieu n'existe pas, c'est un salaud. Écoutez, moi ce qui m'intéresse dans votre phrase, c'est les religions souvent, malheureusement trop souvent, source de fanatisme. D'ailleurs, ce livre, c'est un petit peu le contre-pied de cette conviction, puisque finalement on penserait différemment et puis on arrive à discuter ensemble et même à lier amitié. Donc c'est, je crois, la meilleure preuve que la religion n'est pas forcément sourde de fanatisme. Et dans le livre d'ailleurs on parle beaucoup de ce sujet, parce que finalement qu'est-ce qui fait qu'une religion est sourde de fanatisme? Eh bien en général c'est souvent quand elle est, si je peux dire, exclusiviste. Ça veut dire qu'elle prétend détenir seule la vérité, elle prétend convertir, donc elle est prosélyte. Et donc on en parle beaucoup dans le livre parce qu'on a cette chance, nous les Juifs, d'avoir une religion justement qui n'est pas prosélyte et qui aménage une place, parce que ça c'est important, que dans les traditions religieuses, on aménage une place à celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. Donc par exemple, quand nous on a dans la tradition juive le concept des lois noachides, des lois de morale, qui intéressent les non-juifs et qui ne les obligent pas à se convertir au judaïsme, pour moi c'est extrêmement important parce que ça ouvre un espace de tolérance, d'ouverture, de liberté qui permet précisément de faire mentir cette fatalité qui voudrait que dès qu'on est religieux, croyant, forcément on est fanatique. Voilà en quelques mots pour répondre à votre question. C'est très intéressant en tout cas. On va sortir un petit peu, on va redescendre des questions très aériennes et philosophiques, peut-être pour des sujets un petit peu plus terre à terre, Avi Pazner. Oui, merci Benjamin. Cela m'intéresserait beaucoup de savoir comment nos deux invités, qui sont tous les deux de grands intellectuels, voient la situation qui se développe en Israël actuellement. Vous savez qu'en Israël actuellement, il y a un grand débat, parfois très même violent le débat, sur la question des réformes judiciaires. Il y a ceux qui les appellent la révolution judiciaire, que le gouvernement estime que le judiciaire en Israël a trop de pouvoir et qu'il faut rebalancer les trois instances du pouvoir, et l'opposition dit que cela pourrait amener à la fin de la démocratie israélienne et qu'Israël, en fin de compte, si on va de l'avant avec cette réforme ou cette révolution, comme on l'appelle, on ressemblerait à la Hongrie ou à la Pologne. Quel regard portez-vous en tant que deux grands intellectuels français sur ce qui se passe en ce moment
en Israël. Et il y a un mot d'ailleurs qui circule ici ou là, c'est le risque de se diriger vers une théocratie. Donc puisque l'on parle de Dieu, on voudrait avoir vos regards à l'un et à l'autre. Michel Onfray. Ouais, vous imaginez bien que je ne maîtrise pas tous les détails de cette histoire. Enfin, je ne connais pas les textes, je n'ai pas lu les textes. C'est un peu difficile pour moi de répondre simplement sur regarde ces sur la nouvelle coalition. Peut-être plus israélienne. facile de répondre sur le... Absolument. Absolument. Non, mais ou sur la question de l'équilibre des pouvoirs, parce que je pense qu'un équilibre, par définition, ça n'est jamais totalement trouvé. C'est toujours à refaire, c'est toujours à repenser. C'est-à-dire que moi, je suis un disciple de Montesquieu sur ce sujet-là. Je pense effectivement qu'il faut une séparation des pouvoirs et que de temps en temps, certains pouvoirs sont plus importants que d'autres. Parfois, c'est l'exécutif, parfois, c'est le législatif, etc. Donc, on sait bien que le travail des politiques, c'est de rééquilibrer. Quand ils font bien leur travail, c'est de rééquilibrer. Moi, je pense que Israël est un des rares pays au monde à défendre son peuple, sa patrie, sa nation, et à travailler en faveur de son peuple, de son pays et de sa nation. Et ça peut paraître un peu extravagant de le dire, parce que ça devrait être le cas de tous les chefs d'État. Et donc je pense qu'il est bon que de temps en temps, le chef de l'État, du moins celui qui gouverne la politique du pays, puisse se faire en regard des principes de Montesquieu, en disant il faut équilibrer ou rééquilibrer. Je vous redis que je ne peux pas rentrer dans le détail de cette loi dont j'ignore les principes, enfin dont j'ignore du moins la nature exacte, j'en perçois un peu les principes. Je pense que c'est toujours une bonne chose quand on estime qu'un pouvoir qui est en train de prendre le dessus doit pouvoir être calmé, parce que on le voit bien comment ça se passe par exemple en France, quand il y a parfois un pouvoir excessif du monde judiciaire ou parfois du monde médiatique en relation avec le monde judiciaire, ceci se faisant au détriment du législatif et parfois du souverain, car la chose importante pour moi c'est le souverain. Je suis un souverainiste et je pense que tous les peuples sont souverains et que les pays doivent être souverains. Je pense qu'Israël l'est et qu'il a bien raison d'être un pays souverain, c'est-à-dire ni vassal ni assujetti, et qu'il faut effectivement faire attention à ces lois qui sont susceptibles, sous prétexte de rééquilibrer, de déséquilibrer. Michael Azoulay, même question, même si je voudrais préciser par rapport à la question d'Ali Pasder qu'il y a aussi certaines lois aujourd'hui qui sont présentées par les partis orthodoxes. On parle notamment de faire un texte pour qu'il y ait le nom de Dieu sur les billets de banque ou instaurer des horaires séparés pour les hommes et les femmes dans les parcs nationaux à certaines heures. Comment regardez-vous cette influence religieuse? Vous dites bah oui, Israël est un État juif donc c'est normal, ou alors non, c'est dangereux? Moi, j'ai un peu une double approche. D'abord, en tant que rabbin et attaché à l'État d'Israël, je trouve le débat passionnant parce qu'effectivement, il y a dans cet État d'Israël une recherche permanente identitaire. Ça veut dire d'essayer de se définir. Est-ce que c'est un État juif? Est-ce que c'est un État des Juifs? Herzl, pense à Herzl notamment, qui avait cette idée d'un État qui permet aux Juifs de trouver refuge, protection. Donc en tant que rabbin, voilà, je trouve passionnant. Et en même temps, j'ai une réserve, parce qu'en tant que citoyen français qui n'habite pas en Israël, j'ai toujours beaucoup de mal à porter un jugement sur ce qui se passe en Israël, parce que je trouve que c'est un petit peu une forme de... C'est un peu déplacé, voilà. Je n'habite pas là-bas, je ne participe pas à la vie nationale en Israël, etc. Donc j'ai un peu du mal. Mais si vous me permettez, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, effectivement, il y a un problème de légitimité de la Cour suprême, puisque les juges ne sont pas élus. Par contre, on a un gouvernement, une Knesset, où ce sont des élus. Donc c'est un problème qui se pose aussi dans d'autres pays déjà. Mais par ailleurs, pour un peu nuancer ce que je viens de dire, je crois quand même qu'on doit reconnaître un mérite à la Cour suprême, c'est que souvent elle a puisé son inspiration dans beaucoup de décisions. Je pense à le fameux juge Barak qui a fait ce travail. Elle a trouvé beaucoup d'inspiration dans les textes bibliques, les textes talmudiques, la tradition juive, pour essayer d'insuffler des valeurs juives humanistes, profondément humanistes, à l'État d'Israël. Et ça, je pense qu'il ne faut pas lui enlever ce mérite. Maintenant, est-ce qu'elle a peut-être été trop loin ? Voilà, ça, je ne veux pas me prononcer, mais je crois qu'elle a quand même un mérite, puisqu'il n'y a pas de constitution en Israël, d'avoir essayé un peu ce qu'on appelle en France des principes fondamentaux, des principes constitutionnels, qui ont quand même permis de donner une certaine définition de l'identité juive de cet État. Voilà, en quelques mots. On sent votre intention de garder un œil équilibré sur ce qui se passe ici. Avant de retrouver Yves Deray, une dernière question sur cette thématique, et justement sur la façon dont c'est vécu ou un
importer depuis la France. Michel Onfray, on parle souvent de l'importation du conflit du Proche-Orient en France. Des députés LFI ont accueilli Salah Hamouri à l'Assemblée nationale. Il est accueilli dans certaines mairies, à Gennevilliers il y a quelques jours. Peut-on l'accueillir en simple défenseur des droits de l'homme, Salah Hamouri, qui, rappelons-le, est vu en Israël comme un terroriste? Oui, alors vous savez, moi je suis très critique en France avec la France insoumise parce que je pense qu'elle a pris un virage islamo-gauchiste avéré, c'est-à-dire franchement antisémite par des positions antisionistes. On connaît la vieille logique, Israël, pays des Juifs, donc de l'argent, donc du capital, donc des États-Unis, colonialisme, etc. Enfin, on connaît cet argumentaire. Il est repris par Jean-Luc Mélenchon pour des raisons de politique politicienne. On a connu Mélenchon défendant Maastricht, François Mitterrand, le Parti Socialiste, Trotsky avant ça, Fidel Castro ensuite, Robespierre, et il a vu effectivement que d'un point de vue électoraliste, il fallait préempter le vote des banlieues, et pour ce faire, il est à l'origine d'un islamo-gauchisme extrêmement dangereux en France, parce qu'on légitime aujourd'hui un antisémitisme sous prétexte qu'il s'agirait d'antisionisme et de lutte anticapitaliste, et je pense qu'on ne doit pas recevoir ce genre de personnages-là, mais vous savez, en France, une grande majorité de la presse est assez mélenchonienne ou mélenchoniste, il y a une espèce de logiciel de gauche avec ce qu'il y a de pire dans la gauche, c'est-à-dire cet antisionisme associé à l'antisémitisme, et on a du mal à le dire, parce que dès qu'on le dit, on passe pour un fasciste, quelqu'un d'extrême droite, un nazi, enfin bon, le fonctionnement habituel dès qu'on essaie de penser librement en France. Mais de fait, il y a un vrai danger de retour de l'antisémitisme en France. C'est pas d'un danger de retour, il est là. L'antisémitisme en France, et il prend la forme aujourd'hui de l'islamo-gauchisme soutenu par Mélenchon, qui, je le rappelle, a quand même fait 20% des voix aux dernières présidentielles. Et donc vous me dites que pour vous, Salah Hamouri n'a pas sa place dans les mairies françaises aujourd'hui. Et il nous reste un petit peu plus de 10 minutes maintenant, et Yves Deray va nous rejoindre pour vous poser les dernières questions de l'émission. Et je salue Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France. Restez silencieux dans un studio à l'écart depuis le début de cette émission. Yves, je sais que vous avez attentivement écouté les propos de nos deux invités du jour, Michel Onfray et Mickaël Azoulay. À vous la parole. Alors, Michel Onfray, ça tombe bien parce que vous venez de parler justement de la France insoumise et on voit que vous avez des propos très durs vis-à-vis de ce parti. En revanche, vous êtes beaucoup plus indulgent avec le Rassemblement national, puisque vous dites que c'est un parti qui aujourd'hui n'est plus un parti d'extrême droite, puisqu'il respecte la démocratie, la République, le vote des Français. Est-ce que vous avez conscience, Michel Onfray, qu'avec ce type de position, vous apportez à ce parti une validation d'un homme de gauche important, d'une voix de gauche écoutée en France? Vous savez, l'usage du mot fasciste ou d'extrême droite pour qualifier quiconque ne pense pas comme vous vient de Staline. C'est-à-dire c'est le stalinisme qui dure et qui perdure que de traiter d'extrême droite quiconque ne pense pas comme vous. Je pense que quand on a vu récemment en Allemagne des gens qui voulaient militairement prendre le pouvoir au Bundestag, qui étaient franchement antisémites et clairement antisémites, on avait là vraiment des gens d'extrême droite. Et quand on voit de l'extrême droite partout, là où elle est, on ne la voit plus du tout. J'ai rebatté les mémoires d'un fasciste pour pouvoir redéfinir le fascisme et même les décombres, pour pouvoir, dans un livre précédent qui s'appelait L'art d'être français, définir l'extrême droite et le fascisme. Je pense que quand on utilise ce mot mal à propos, comme une insulte, eh bien, il y a un moment donné où effectivement on ne peut plus du tout l'utiliser. Ça veut dire que si tout le monde est d'extrême droite, si quiconque ne pense pas comme soi est d'extrême droite, alors ça veut dire que l'extrême droite n'est nulle part. Si elle est nulle part, à ce moment-là, là où elle est, elle peut continuer à proliférer. Je dis simplement que Jean-Marie Le Pen n'est pas Marine Le Pen, que j'aimerais qu'on puisse me dire que Marine Le Pen a été condamnée 10 fois pour des raisons de racisme, d'antisémitisme. Je ne sache pas, je ne connais pas le détail de la vie de Marine Le Pen, mais je ne sache pas qu'elle ait été condamnée pour racisme ou pour antisémitisme, au contraire de son père. Je ne sache pas qu'elle soit contre la République, la démocratie. Je ne sache pas qu'elle conteste les résultats des élections. C'est Mélenchon qui critique les résultats des élections. C'est pas Marine Le Pen. Quand elle a perdu, elle a perdu. Elle ne dit pas c'est pas normal, élisez-moi Première ministre. Elle ne dit pas je ne veux pas écouter les urnes, il va falloir redescendre dans la rue. Le pouvoir, ce sont les émotions et les
passions qu'on excite dans la rue. Il y a un moment donné où si on veut vraiment savoir où sont les ennemis, je pense qu'il faut faire un vrai travail sémantique, et l'idée qu'on puisse utiliser le mot extrême droite ou l'expression extrême droite ou fasciste mal à propos ou en dehors de propos fait qu'on déroule un tapis rouge aux gens qui se réjouissent de pouvoir traiter de fascistes et de type d'extrême droite quiconque ne pense pas comme eux. Il faudrait donc penser comme Mélenchon et les staliniens de la veille pour avoir le droit d'exister sans être insulté. Moi, je rappelle que ce communisme-là a quand même signé le pacte germano-soviétique et que pendant 2 ans, le Parti communiste français a fait la politique des nazis jusqu'à ce que Hitler envahisse l'Union soviétique. Et à ce moment-là, effectivement, ils se sont découverts résistants, mais tardivement et en 1942. Donc j'estime que des gens qui ont collaboré pendant 2 ans avec les nazis n'ont pas de leçon à me donner en disant que je suis d'extrême droite. Yves Doré. Non mais Michel Onfray, vous avez déjà souvent dit tout cela, mais c'était pas ça ma question. Ma question, vous n'y avez pas répondu, c'est est-ce que vous avez conscience que votre validation est très importante pour le Rassemblement national et peut, ma foi, l'aider à accéder au pouvoir? Parce que vous, Michel Onfray, quand vous dites qu'ils ne sont pas d'extrême droite aujourd'hui, que c'est un parti comme les autres au fond, qui respecte la République, le vote, la démocratie, eh bien c'est une parole qui est une validation. Et le problème n'est pas de valider, c'est de savoir où est la vérité. Je ne vais pas me mettre à mentir sous prétexte que le mensonge serait utile à la cause ou à je ne sais quelle bonne cause. Je dis simplement que quelqu'un qui dit on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas à l'Europe, on ne touche pas à Schengen, on ne renégocie même pas les traités et on est au pouvoir et on a envie d'être présentable, je dis regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle est. Alors après on peut toujours dire qu'elle a un programme mais que ce n'est pas son programme et que si elle arrivait au pouvoir on découvrirait une disciple des négationnistes, des révisionnistes, des nazis et des fascistes. Je veux bien qu'on fasse ce procès d'intention. Je dis simplement que 50% des gens ne votent plus en France et que le problème n'est pas de savoir si on fait le jeu ou pas le jeu du Front National. Je pense que tous les gens qui disent qu'on est fasciste ou on est d'extrême droite quand on ne pense pas comme eux font plus que moi le jeu du Rassemblement National. Et que si vraiment les gens qui défendent l'Europe de Maastricht défendaient le peuple, défendaient le souverainisme du peuple, étaient capables d'entendre ce que le peuple dit en 2005 quand il dit qu'il ne veut pas de ces traités européens, plutôt qu'en 2008 lui dire tu l'auras tout de même, je pense que ce qui fait vraiment le jeu de Marine Le Pen, c'est la classe politique qui n'a plus le souci du peuple, qui n'a plus le souci de la souveraineté du peuple. Donc mon propos n'est pas de plaire ou de déplaire, mon propos est de savoir où est la justice, la justesse et la vérité. Yves Doré. Alors, en même temps, pour utiliser une expression que vous n'aimez pas beaucoup, vous dites peut-être encore que si le RN arrivait au pouvoir, il y aurait une insurrection en France. Vous aviez même évoqué une hypothèse où, à l'époque de François Hollande président, qu'il serait même obligé de suspendre les résultats de l'élection, quitte à faire intervenir la police pour empêcher le RN d'accéder au pouvoir. Donc vous décriviez un scénario assez catastrophique. D'abord, est-ce que vous pensez toujours cela? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez toujours que si le RN arrivait en France au pouvoir, il y aurait un risque d'insurrection? Première question. Avant cette question-là, je dois vous dire que la thèse que vous me prêtez, et que j'assume, est la thèse d'Emmanuel Valls. Je rappelle que c'est Manuel Valls qui lui-même a fait savoir qu'ils examinaient, François Hollande et lui, à l'époque où il était Premier ministre, les conditions d'une suspension de ce vote. Ce n'est pas une hypothèse personnelle, c'est simplement quelque chose qui a été travaillé par Manuel Valls et par François Hollande à l'époque où ils étaient au pouvoir. Et on voit bien qu'effectivement, arriverait-il au pouvoir légalement avec les urnes, le vote, etc., que une partie des gens descendraient dans la rue, que la presse, etc., on voit bien qu'il y aurait effectivement un problème, des gens qui prendraient les armes. Et je pense effectivement que si elle arrivait au pouvoir, il y aurait une insurrection, parce que tout est fait pour ça. D'accord, donc ça n'est pas seulement lié à Valls et Hollande. Sous Macron, on pourrait avoir la même chose, selon vous. C'est-à-dire si en 2022, Marine Le Pen gagnait l'élection présidentielle, vous pensez qu'il y aurait une insurrection et que Emmanuel Macron ne quitterait pas le pouvoir? Et je pense effectivement que quand on voit la façon dont le Rassemblement national est considéré, je vous dis, fascisé, nazifié. D'ailleurs, moi, je profite du fait d'être sur votre antenne pour dire que je suis très étonné, par exemple, que la communauté juive soit silencieuse quand il y a une instrumentalisation de Radour-sur-Glane et une instrumentalisation de la Shoah pour des élections présidentielles. Je rappelle que la première fois que Macron a été élu, il a gagné le soir du premier tour, on le savait très bien, et qu'entre les deux tours, il est tout de même allé à Oradour-sur-Glane, qu'il est tout de même allé au Mémorial
de la Shoah à Paris pour nous expliquer que le choix serait facile à faire 8 ou 10 jours plus tard et qu'il ne fallait pas se tromper car les gens qui avaient rendu possible Oradour-sur-Glane ou Adolf Hitler, c'est-à-dire Das Reich et puis tout l'État nazi, c'était très exactement Marine Le Pen. Je ne veux pas prendre en otage les 6 millions de morts, les 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration, mais je trouve qu'il y a une espèce de légèreté à instrumentaliser la Shoah pour nous expliquer que Marine Le Pen et Adolf Hitler, c'est très exactement la même chose. Je disais tout à l'heure toute la détestation que j'avais pour l'islamo-gauchisme, parce qu'effectivement ce sont des gens qui se moquent de l'histoire. Je pense qu'on se moque de l'histoire quand on estime que Marine Le Pen, on en pense ce qu'on veut. J'ai jamais voté pour elle et j'ai jamais appelé à voter pour elle. Donc vous pouvez toujours me faire des procès d'intention en disant que je fais son jeu. Je dis simplement que associer cette femme à Adolf Hitler, c'est excessif, je pense, d'une part, ou alors on a envie de minoriser Adolf Hitler. Je ne sais pas si c'est votre souhait, mais je pense que si moi je devais faire le jeu du Front National ou du Rassemblement National, d'aucuns avec leurs propos font le jeu des négationnistes et des révisionnistes. Mais ça n'est pas moi, et je préfère être dans ce camp-là. Bien, on a votre réponse là-dessus. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Mickaël Azoulay, on vous a laissé évidemment de côté parce que ce sont des questions politiques hautement sensibles, mais peut-être que vous voulez faire un commentaire, que ce soit sur le Rassemblement National ou sur la France Insoumise. Non, voilà, vous avez compris, je préfère rester dans un registre entre guillemets religieux et dans le livre c'est ce qui s'est passé. Maintenant peut-être juste un mot quand même pour dire que si on voit la situation des Juifs, les Juifs de France, je pose la question, hein, est-ce qu'ils ne souffrent pas plus de ce que Michel appelle l'islamo-gauchisme que d'autres choses? Voilà, je soulève quand même la question parce que c'est une vraie question. J'habite une banlieue proche de Paris où beaucoup de Juifs, c'est un sujet un peu tabou, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler, pas peur de le dire, que beaucoup de Juifs quittent certains quartiers. C'est pas à cause du Rassemblement National, hein. C'est à cause des problèmes avec certains musulmans. Évidemment, je ne généralise pas, mais aujourd'hui, la communauté juive de France, son problème, c'est plutôt le problème d'un certain islamo-gauchisme dont parle Michel. Ça, je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant cela. Voilà, mais je n'irai pas plus loin sur. Et vous craignez pour l'avenir de la communauté juive en France ? Oui, quelque part oui, parce qu'il y a toujours une inquiétude qui fait que, encore une fois, les Juifs aujourd'hui se rassemblent dans certains quartiers. Enfin, moi, je parle pour Paris, région parisienne, qui est quand même la partie de France où il y a la majorité des Juifs qui y résident. Et je constate vraiment ce phénomène qui c'est la secrète polichinelle de dire qu'on sait très bien. Joël Mergui parle souvent le président du consistoire parle de cet allié intérieur. Moi, j'aime pas trop ce mot de alia qui désigne l'immigration en Israël, mais il emploie ce mot d'allié intérieur en France pour dire que les Juifs quittent certains quartiers parce que voilà, ils ne se sentent plus à l'aise. Donc voilà, en disant cela, je dis des choses que tous les Juifs de France connaissent et ils en sont conscients. Il nous reste moins de 2 minutes. Yves Deray, ce sera la dernière question de l'émission. Je vous demanderai une réponse courte et à nos invités des réponses courtes également. Yves Deray. Alors, j'ai une dernière question que j'aimerais poser à Michel Onfray, mais je voudrais bien aussi la réaction du rabbin Azoulay à cette question. Je sais, Michel Onfray, que vous n'aimez pas le prosélytisme, vous le critiquez souvent, et vous félicitez que le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Mais vous dites aussi que vous dénoncez les agenouilleurs. Vous n'avez rien contre les agenouillés, mais en revanche, les agenouilleurs, vous les aimez pas beaucoup. Or, chez les juifs aussi, il y a ce qu'on vous appelez des agenouilleurs, c'est-à-dire des gens qui vous disent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, comment il faut vivre, en fait. Des rabbins, des raves, certains appellent ça des maîtres, etc. Est-ce que, par rapport à cette forme d'élite religieuse juive, vous avez aussi un problème qui s'apparente à celui que vous avez avec le prosélytisme?
Non, moi je pense que ces rabbins s'adressent à leur communauté et à ceux qui dans leur communauté ont envie de les écouter. Donc s'il y a des agenouilleurs qui sont entendus par des agenouillés, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me pose un problème, moi, c'est qu'on a envie de m'agenouiller. C'est-à-dire qu'on me dise qu'au nom du judaïsme, il faudrait que je fasse ceci ou que je fasse cela. Et jamais le judaïsme ne fait ça. Jamais, jamais, jamais. En revanche, l'islam me dit il ne faudrait pas ceci, il ne faudrait pas cela. Par exemple, il ne faudrait pas de crèches dans les mairies, il ne faudrait pas qu'il y ait des possibilités de mixité dans les piscines, ou etc., etc. Et je dis, dans la mesure où les juifs ne s'intéressent pas à ma vie, je ne vois aucun problème pour qu'il y ait des agenouilleurs et des agenouillés consentants. Je dis simplement que le christianisme n'a plus les moyens d'imposer quoi que ce soit, mais l'islam a aujourd'hui les moyens d'imposer beaucoup au peuple français qui ne serait pas musulman. Et en ce sens, je vois que si on fait une hiérarchie, il y a effectivement je vais même pas dire pas grand-chose, mais rien à craindre du judaïsme. Il y avait encore il y a peu à craindre du christianisme, si on veut, mais beaucoup à craindre de l'islam aujourd'hui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci également à vous, Mickaël Azoulay, pour cet ouvrage Dieu, le philosophe et le rabbin, qui nous a permis ce soir d'avoir tous ensemble un échange passionnant sur i24 News dans le cadre de notre grand oral. Merci Yves Deray qui est avec nous à Paris. Merci à Lee Pazner à mes côtés à Tel Aviv. Dans un instant, la suite de votre soirée sur i24 News. Et nous, on se retrouve évidemment demain pour les débats des GGMO. À demain.